Je sais que cette prochaine masterclass est également très attendue. On est très heureux de pouvoir l'accueillir sur scène. Il a très gentiment accepté de descendre de sa montagne, mais vous allez voir qu'on va vite remonter parce qu'il a décidé de venir accompagner. Je crois que c'est la première fois qu'on va accueillir un guide de haute montagne sur cette grande scène. Donc on est très heureux de pouvoir les accueillir tous les deux. Je vous invite à les applaudir extrêmement chaleureusement. Jean Sulpice de l'Auberge du Père Bise et Christophe Dumaret, son guide. Bonjour. Salut Jean. Bonjour Christophe. Bonjour. Bonjour. On va occuper tout l'espace si vous voulez bien. Jean, bon, comment ça va déjà ? Eh ben, ça va très bien. Je suis très heureux d'être là, d'être venu accompagné donc, de Christophe. Ça paraît peut-être problème micro. ça paraît peut-être un peu bizarre que je vienne accompagner, mais pour moi, ça faisait vraiment un sens et c'est très important parce que la montagne, elle met un sens à ma cuisine, elle m'éveille, elle me rend heureux et c'est mon chef de cordée. Je voulais absolument venir avec mon chef de cordée aujourd'hui. Bon, donc on a deux chefs sur scène, hein, vous l'avez compris. Jean, tu pars direct, toi, hein, on te connaît. Est-ce que tu veux bien nous rappeler aussi un peu l'histoire de l'Auberge du Père Bise en même temps? Parce que c'est une maison qui a une histoire ancienne, une histoire prestigieuse, et que tu as repris il y a quelques années désormais. Alors oui, cette maison est une histoire prestigieuse qui a été créée en 1903 par la famille Bise. Et avec mon épouse Magali, donc on l'a récupérée. Donc on a eu la chance de l'acquérir en 2016. J'ai démontaigné de mes montagnes pour pouvoir venir au bord du lac d'Annecy. Mais en même temps, la nature, elle est bien faite parce que je suis né au bord du lac du Bourget d'Aix-les-Bains. Et je suis revenu aux sources, je suis venu proche d'un lac. Donc cette maison, l'Auberge du Père Bise, il faut l'imaginer à côté sur les berges du lac d'Annecy. Un cadre absolument dingue, hein, peut-être l'un des plus beaux restaurants de France, en tout cas avec un des plus beaux territoires. Je vois que tu es tout de suite parti en découpe. Est-ce que tu veux bien nous dire un mot? Parce que là, si tu vas trop vite, on va pas s'en sortir. On m'a dit que j'avais que 35 minutes. C'est le cas. Donc, je lance un petit peu mon univers. Je suis venu avec Qu'est-ce que tu as eu envie de faire aujourd'hui? Avec quelques poissons de mon lac. Magnifique. Donc là, on peut découvrir donc, les poissons du lac alpin d'Annecy avec de longs chevaliers, de la perche, l'écrevisse. Donc l'écrevisse vivante, hein, je la vois. Et ce poisson emblématique qui est la ferra. Qui est la ferra. Alors l'objectif, c'est ce plat-là, comme on a tous vécu un moment assez compliqué, délicat avec le Covid. Je vous tenais absolument à faire découvrir cette recette parce que cette recette, elle est née de ce confinement. Pendant ce confinement, je me suis retrouvé tout seul dans cette belle maison. Okay. Et il a fallu se réinventer comme tout le monde. Et j'ai eu l'envie de pouvoir partager ma cuisine à un menu à 36 € et que les gens puissent venir le chercher, donc faire des plats emportés. J'ai pris beaucoup de plaisir et je suis arrivé à transmettre ce plaisir-là. Ah, c'est un produit vivant. Hein. Oui, bah, on le voit. Allez, ma cocotte, me pince pas, s'il te plaît. Et donc, ce plat-là a été créé. L'objectif, c'était, je me suis retrouvé en face de ce lac, en face de ces montagnes qui m'entouraient, et d'observer et d'écouter cette énergie, même si je la vois sur la plaque. Même si je suis souvent. Tiens, Christophe, tu as l'habitude des écrevisses, toi. Qu'est-ce que tu veux? Le cadeau empoisonné. Merci. Et donc, je me suis retrouvé vraiment baigné dans cette nature, de la même manière quand Christophe il m'amène, perché au sommet d'une montagne, à écouter. Et il est ressorti que je lui dis, je veux envie d'associer autour de ces montagnes vraiment un plat où on retrouve justement l'énergie et la magie de tous ces poissons-là. Et Jean, est-ce que tu veux bien nous présenter Christophe? Parce que si tu as voulu venir avec lui et tout son barda, Christophe, avance-toi aussi si tu veux bien. Jean, comment tu peux le présenter? Quelle place il occupe aujourd'hui dans ta vie? Il occupe une place très importante parce qu'un chef, pour s'exprimer, il doit être heureux. Et moi, ce qui me rend heureux, c'est la montagne. Donc, avec Christophe, lui, il m'émerveille à chaque fois que je pars en montagne avec lui. Et en même temps, j'ai une sécurité parce que c'est important d'être en sécurité. Et Christophe m'apporte cette sécurité. Puis à un moment donné, il dit regarde ce qui se passe là, regarde ce qui se passe là. Et ça permet de prendre du recul et d'observer toute cette montagne et d'observer toute cette nature.
Et en même temps, Christophe, il a la même philosophie de mon travail, c'est On l'exigence. voit hein, donc aussi des images qui permettent de mesurer effectivement à la fois le cadre, le site et ton environnement. Christophe, est-ce que donc tu es guide de haute montagne, alpiniste, on est d'accord? Oui, c'est ça. Bonjour à tous. Ravi d'être avec vous aujourd'hui. Comment toi tu pourrais justement raconter votre relation avec Jean et comment finalement tu arrives à trouver des similitudes dans deux métiers qui semblent si éloignés et pourtant qui sont absolument qui partagent les mêmes valeurs? Je crois que ce qui fait la base d'une belle relation et d'une amitié, voilà, c'est le respect et l'admiration qu'on partage l'un pour l'autre dans des domaines qui peuvent paraître aux antipodes mais qui ont un certain nombre de points communs. Avec voilà, des valeurs qui sont liées à l'effort, qui sont liées à la précision, qui sont liées à la beauté, qui sont aussi liées à la transmission. Mais voilà, il y a un certain nombre de sujets, le rêve avant l'action, l'action elle-même qui est intense, et puis la volonté de le partager, c'est quelques-uns des ingrédients. Puis voilà, il y a tout un rapport à la matière. Voilà, moi, ce que je cherche aussi en montagne, c'est être en contact avec la roche, avec la glace, avec la neige, avec la nature, à être des textures, des matières brutes. Des matières, mais je crois qu'on retrouve vraiment ça aussi en cuisine, par exemple. Ouais. Et Jean, juste... Tu vois, là, ce que je suis en train de faire, c'est exactement aussi l'ambiance de montagne. C'est que quand tu te retrouves dans un chalet de montagne ou après une grosse randonnée, où tu as eu des frissons, tu as eu froid, mais tu as profité d'aller jusqu'au sommet, tu as cette odeur un peu de bois de genièvre frais. Le bois de genièvre frais, c'est quoi? C'est ce qui sent dans un chalet où on fait fumer la charcuterie. Et ça, c'est ce goût aussi de montagne, de terroir. Et c'est pas parce que je suis descendu de mes montagnes que j'ai fait qu'une cuisine de lac. J'ai continué à faire ce qui m'anime dans ma vie de cuisinier, c'est de faire cette cuisine entre lac et montagne. Mais quand on voit justement les eaux paisibles du lac d'Annecy, ça est venu apporter de la douceur, de l'élégance, mais tout en gardant les pieds bien enracinés dans ce terroir qui m'anime au quotidien. Et Jean, on connaît aussi ton goût pour l'effort. Tu es un sportif, tu es affûté comme un sportif de haut niveau. On le sait, à quel point tu prends soin aussi de toi. Mais qu'est-ce que tu vas chercher? Je ne sais pas si je prends soin de moi, mais je prends soin surtout de mes clients qui viennent se restaurer et je les accompagne dans cet univers. Disons, tu as plus un physique de triathlète que moi, par exemple. Qu'est-ce que tu vas chercher dans la montagne que tu ne trouves pas en cuisine, justement? Eh ben, je vais chercher justement cette inspiration, cet équilibre. Quand on voit la nature qui est complètement heureuse de suivre le rythme des saisons, c'est ça que je vais chercher, c'est de prendre du recul et de sortir de sa cuisine, parce que tout ne se passe pas dans la cuisine, ça se passe aussi à la rencontre de différentes personnalités comme des producteurs, mais ça aussi, ça à la rencontre de ce territoire, de ce terroir, de cet environnement qui anime et qui nous anime tous au quotidien, quoi. Sans cette nature, on n'est rien. Sans cette montagne, on n'est rien. Et cet été, avec Christophe, il m'a amené faire une course d'arête. On a eu la chance de dormir en plein milieu du glacier. C'était la première fois que je vivais cette expérience-là. D'être sur un glacier, de dormir dessus, de l'entendre bouger, d'avoir cette sensation de dire qu'en fait, on n'est rien sur cette planète, on est juste là pour l'observer et l'accompagner. Notre objectif, c'est de l'accompagner de la même manière qu'un client, il vient chez nous, vivre une expérience et on est là pour l'accompagner et pour l'émerveiller. Et ça change ta cuisine? Tu sens qu'elle se nourrit aussi de ces expériences-là, mais littéralement, c'est-à-dire que tu peux inventer des nouvelles associations, des goûts qui sont inspirés de ces expériences? Ça, c'est petits fritures de perchaud, ça. Tu veux que je le mange cru, là? Non, non, non. J'ai eu peur. Mais ça, c'est juste magique. Et qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? Ça, on ne trouve pas ça de partout, ça. Je peux le manger? Non, mais c'est juste pour que tu le touches, tu vois un peu ce... Non, mais moi, quand on me donne quelque chose à manger, en ce moment, je le mange. On a un métier vivant et il faut toucher les produits pour pouvoir le vivre. C'est magnifique. Ça vient juste du lac en bas de chez toi? Pas loin de chez moi, devant chez moi. Devant chez toi. Donc, quelle espèce tu as dit que c'était? C'est de la perche. Ah, des petites. Donc, ouais. C'est des juvéniles, ça, ou? C'est des petits fritures de perchaud, tu vois, on la reconnaît par ses yeux qui sont orange. Très bien. Et alors, revenons à tes recettes, là. Tu as voulu venir effectivement avec les poissons du lac. On était avec Christophe Haribert, quand ça, dimanche ou lundi, je ne me souviens plus. C'était hier, je crois.
Christophe Haribert, travaille aussi du côté de Grenoble. On voit qu'il y a toute une génération aussi de chefs, de cuisiniers qui s'intéressent à nouveau à des produits qui étaient pas forcément toujours très bien traités, si on peut dire. Tu sens aussi une responsabilité, toi, là-dessus? Alors, s'il a des produits qui ne sont pas bien traités, il faut partir avec Christophe. Il va vous montrer ce que c'est justement d'être humble en montagne. Aussi, ce qui nous rassemble aussi dans le métier de guide et le métier de cuisinier, c'est que de partir en pleine nature, ça te permet de rester humble et de savoir observer et d'avancer progressivement et de faire pas à pas. Donc Christophe aussi sait très bien l'expliquer. C'est toujours un moment de passion de partir avec des professionnels de la montagne, que ce soit avec Christophe qui est guide, parce que ces gens-là, ils savent aussi, quand tu es passionné, que tu es enfermé dans ton domaine, tu oublies d'ouvrir les yeux sur des choses qui sont hyper importantes, qui t'animent. Et si Christophe il est là, c'est... Ça boue pas trop fort? Comment? Ça boue pas trop fort? Et si Christophe il est là, c'est pas pour rien, c'est que c'est toujours un moment de plaisir, de s'encorder avec lui et de me laisser guider de la même manière. Alors, que les clients ils partent en guidage avec moi depuis maintenant plus d'1 an. Donc comme tu l'as très bien dit, j'ai pris une maison emblématique et dans cette maison emblématique, il avait un fonctionnement qui était comme une maison emblématique. Et, un peu ancré dans les traditions. Le plus dur pour moi, c'était vraiment d'apporter l'art de vivre que je voulais mettre avec mon épouse Magali et d'instaurer cette cuisine qui me ressemble, cette cuisine où je puisse m'exprimer mais sans suivre une mode pour suivre une mode ou faire ce que tout le monde fait. C'est vraiment d'apporter ses convictions de la même manière que quand on fait une voix, on va suivre une certaine voie qui va nous amener. Donc c'est la main que tu mets sur le rocher qui va te dire bah, je suis bien assuré donc je peux monter ici. Voilà, donc c'est l'expérience de la vie, mais c'est surtout aussi ce cheminement de passionné et de savoir où tu mets tes pieds. Et moi j'ai des questions pour Christophe, parce que j'aimerais bien savoir comment est Jean Sulpice dans une cordée. C'est-à-dire que Jean Sulpice, chef qui a l'habitude justement d'être un élément moteur, de prendre des décisions, de faire des arbitrages, hein, c'est sa maison. Comment on se comporte justement dans une cordée et comment il est lui? Là, je crois que c'est aussi une autre analogie qu'on partage, c'est que quand on a un couteau acéré ou des piolets entre les mains et qu'à gauche il y a 1000 mètres de vide et à droite il y a 1000 mètres de vide, il y a une obligation d'être dans une vraie concentration. Tout à fait. Il y a un engagement, il y a un enjeu qui peut paraître extrêmement inconfortable, mais je pense qu'avec Jean on partage ça. Pour nous finalement, ça peut être confortable parce qu'il y a cette expérience qui est très forte de l'ici et maintenant, qui inscrit dans l'instant présent et qui fait qu'il n'y a plus rien d'autre qui existe. Et voilà, ça je pense que c'est une qualité qu'on retrouve aussi chez Jean, c'est qu'il se retrouve dans un environnement qui n'est pas du tout le sien. Il était dans les cuisines la veille, il se retrouve catapulté d'un monde à l'autre, de 1000 mètres d'altitude à 3008 au pied du monarque du Mont Blanc, sur une arête effilée. C'est vous là? Et là c'est nous, ouais, on peut revenir juste avant? Sur une aiguille, là, dans les aiguilles d'Entrèves. Et voilà, c'est vraiment l'expérience de sortir de sa zone de confort et de la vraie humilité. Mais est-ce que c'est facile pour un chef? Parce qu'on a eu des chefs pendant 3 jours. Les chefs ont déjà, c'est un terme particulier hein, comme métier d'être chef. Est-ce que c'est facile pour lui d'accepter justement de devoir se mettre dans les pas de quelqu'un? Je pense que c'est facile parce que justement il y a cette humilité, cette volonté de progresser, d'aller vers quelque chose qu'il ne connaît pas, quelque chose qui n'est pas forcément confortable, ouais, mais pour en retirer un bénéfice. Et ce bénéfice, voilà, c'est celui d'une nouvelle expérience, c'est celui d'une nouvelle inspiration, c'est celui d'une... Alors peut-être que certains vont trouver ça un petit peu fort, mais de ce que je qualifierais d'une vision juste. C'est la magie qu'on trouve dans la haute montagne, c'est que l'enjeu est radical, hein. L'enjeu est en lien avec la survie. C'est-à-dire qu'il se passe des choses extrêmement fortes qui font que l'état d'esprit entre le moment où les gens arrivent, où Jean arrive et le moment où il redescend dans la vallée, il s'est passé seulement parfois 24 heures ou 48 heures, mais en fait il y a une réelle différence. Et une des différences, c'est ce qu'il décrivait tout à l'heure, c'est une autre vision de la vie, une autre vision des choses. Les choses sont toujours telles qu'elles sont, on a toujours mal aux genoux, les mêmes soucis, les mêmes dirigeants, mais par contre la perception qu'on en a
Et j'allais dire, la manière dont on est armé a radicalement changé. Et c'est une vision qui est indexée sur de l'émerveillement, sur de la gratitude. Et si on arrive à retrouver ça dans de la cuisine, c'est exceptionnel. Ouais. Et Jean, est-ce que tu veux bien nous raconter aussi 2 secondes de ce que tu as fait? Là, on a vu qu'il y avait donc les écrevisses qui ont été mis. Donc là, c'est ce qu'il y a de plus important dans ma cuisine, c'est le jus, la sauce. Ok. Donc on est en train de faire une concentrée de toutes ces saveurs du lac. L'objectif, c'est d'aller boire une tasse et mettre toutes ces épices qui entourent autour du lac. Donc c'est du safran, c'est du genièvre, c'est de l'immortel, du serpolet, et on met tout ça dedans pour vraiment que ça s'infuse et ça se concentre pour venir associer l'ensemble de toutes ces saveurs. Alors, dans ce que vous disiez tout à l'heure, c'était très intéressant parce que l'objectif aussi, c'est de sortir sa zone de confort. Ce qui est important, c'est le plus dur dans une vie, c'est d'être curieux et d'aller chercher autre chose. Et quand tu vas avec Christophe en montagne, tu sors de ta zone de confort. Et moi, j'ai besoin aussi dans ma vie personnelle de sortir de ma zone de confort sur un événement sportif qui me permet justement de continuer à toujours créer, innover. Quand je fais une activité physique où je pars avec Christophe, je n'ai pas l'impression de souffrir, mais ça me permet de bien garder mon esprit dans une créativité, de rester concentré dans mon domaine culinaire. Et où est-ce que tu as envie? En fait, j'ai toujours, pour me rassurer, je vais toujours dans cette orientation de me réconforter dans un univers culinaire, à dire j'ai faim, qu'est-ce que je veux pouvoir manger, de créer de la faim aussi, parce que quand tu as faim, c'est ça qui va te donner envie de manger de tel à tel autour d'une table, ça va te donner envie de partager, de rassembler du monde, et c'est ça qui est important, toujours avoir l'envie de recevoir, l'envie de pouvoir cuisiner, et de l'envie de mettre quelque chose de bon, de nouveau dans la bouche, ou même si tu croques une baie de Genièvre que tu connais, cette baie de Genièvre, quand tu es en altitude ou tu es dans un autre univers, tu es différemment. Et quand tu échanges aussi autour de la montagne avec Christophe, lui, il a une approche qui est différente. Donc c'est ça qui est très intéressant aussi, c'est de partager 2 passions différentes, moi culinairement, lui de la montagne, pour le même sens, qui fait que l'émulation de ma cuisine, elle est autour de cet univers. Voilà. Jean, les chefs aussi viennent ici pour raconter leurs inspirations et de voir que, évidemment, les territoires qui les entourent comptent énormément, aussi parce que la nature va leur offrir des produits qu'ils vont pouvoir aller ramasser, récolter. Là, les photos qu'on voit, c'est pas des lieux où pousse grand-chose, si je puis me permettre. Hein. C'est quand même la haute montagne, c'est la minéralité. Ah, mais ça, c'est super intéressant ce que tu dis. Ah je te remercie, Jean. Parce que justement, oui, en haute montagne... comment ça inspire un cuisinier, justement? À part le génépi, il n'y a pas grand-chose qui pousse. Mais ce qui est très intéressant, justement, c'est l'acclimatation. Et c'est découvrir, suivant les altitudes, une végétation qui est complètement différente. Et ça, c'est passionnant de vous découvrir ça. Par exemple, on va prendre la reine des prés qui pousse à partir du 15 juin. Et si tu montes en altitude, tu peux encore trouver de la reine des prés jusqu'à fin juillet, voire même 15 août, quoi. Et ça, c'est la magie de l'altitude, c'est la magie de la montagne. C'est suivant l'altitude et l'emplacement du soleil et l'emplacement de la montagne, on peut trouver une autre végétation et observer que de la végétation, elle est différente en altitude. Là, cette baie de Genève que je vous ai amenée, je l'ai ramassée donc à 2000 mètres d'altitude, qui est juste dessous la Tournette. Et donc, c'est à 1000 mètres de l'auberge. Et on peut trouver aussi une végétation qui est complètement différente et c'est intéressant. Et l'ambiance n'est pas la même. C'est-à-dire que quand tu es en altitude et quand tu es en plaine, ton corps ne te demande pas la même chose. L'énergie n'est pas la même chose quand tu fais une ascension dans la plaine que qu'en haut. Et donc, c'est très intéressant d'observer tout ça et de pouvoir le retranscrire dans des textures. Quand on marche et qu'on est sur un pierrier, c'est de la texture, et la texture en cuisine est très importante. Quand je vois cette photo qu'on est en train de sauter, donc Donc on voit ça sur l'image là. Hein, ouais, ça c'est les dents de l'enfant. Il m'a amené faire un bivouac tout au sommet des dents de l'enfant. Et on voit l'auberge. Et là, on a vraiment l'impression d'être privilégié et que tu dis, mais tu te prends le coucher de soleil dans la figure, tu es privilégié, quoi. Alors c'est sûr que par contre, ça mérite un engagement et de l'effort. Et un petit effort. Christophe, moi je voudrais aussi qu'on parle d'un sujet autour de la cuisine en altitude. S'il y a bien un sujet que les alpinistes maltraitent, c'est quand même la cuisine, pour des raisons, on parle de survie, hein, donc il faut être léger, il faut des choses qui nourrissent avant des choses qui soient bonnes.
comment toi, justement, ça a aussi peut-être modifié le rapport que tu peux avoir avec cette question-là dans ces moments? Le plaisir de la cuisine, c'est aussi, j'imagine, le réconfort. Voilà. Comment toi, tu te nourris quand tu es à des hautes altitudes? C'est compliqué parce qu'on parle de course en montagne. Et comme vous l'avez très bien exprimé, il y a ce choix cornélien entre le confort qui alourdit, avec plus de nourriture et plus de sécurité parfois, et le fait d'être léger et rapide, qui est aussi en lien avec la sécurité. Et du coup, non, le repas passe souvent à la trappe, mais j'allais dire c'est le jeûne nécessaire qui va permettre d'amener du contraste et de enfin retrouver un appétit qui n'existe plus dans nos sociétés. C'est-à-dire qu'en montagne, c'est intéressant, on se ça, c'est retrouve ce que tu dis, Jean, hein, c'est-à-dire être, retrouver le goût de l'appétit, quoi. C'est ça, et il y a vraiment un côté magique, moi, que je retrouve avec mes clients, qui se retrouvent, comme je dis souvent, à boire une bière ou même un verre d'eau comme on devrait boire un verre d'eau. C'est-à-dire, c'est la bonne attitude, c'est celle-là, c'est-à-dire quasiment avec des larmes aux yeux. Ils ont passé 48 heures à se cailler, à avoir froid, parfois avoir peur, et globalement à rien manger et rien boire. Sympa chez Qui toi. redescendent dans la vallée. Non, mais voilà, parce qu'on était dans autre chose, on était dans l'instant, on était dans l'action, et quand ils ouvrent une bière en bas, en fait, c'est le bonheur. Et cette sensation, je pense que la haute gastronomie la procure aussi. C'est-à-dire que les plats sont tellement préparés, sont tellement ciselés, il y a une telle attention que la haute gastronomie impose de manger en conscience, ce qui est extrêmement difficile, en tout cas pour moi. Et cette conscience qu'on arrive à mettre quand on revient de montagne, je trouve que voilà, la haute cuisine l'impose par la présentation et par la qualité des produits. Et là encore, je vois une analogie, c'est-à-dire que à quoi peut bien servir d'aller au sommet de ces hautes montagnes? Il y a un des livres les plus célèbres qui s'appelle Les Conquérants de l'inutile. On peut dire la même chose pour la cuisine. Pourquoi consacrer autant d'énergie, de talent, de temps, de moyens pour une assiette qui va être dévorée en un quart d'heure, en 10 minutes et parfois moins? On peut penser que c'est totalement inutile. Moi, je pense que c'est totalement fondamental, en fait. C'est-à-dire que on en retire des bénéfices qui sont exceptionnels et qui sont indexés à l'histoire de l'homme et qui font toute sa grandeur. Et voilà, il faut un grain de folie, en fait, pour vouloir aller au sommet des montagnes ou mettre autant d'énergie pour cuisiner comme peut le faire Jean, quoi. Donc voilà, on se retrouve aussi là-dessus. Ouais, je trouve que l'analogie est assez juste, effectivement. Pourquoi prendre autant de temps, mettre autant d'énergie, tant de créativité? Je ne suis pas sûr qu'ils aient la réponse. Moi, je pense que le bénéfice est énorme. En tout cas, de la très petite expérience que j'ai de la gastronomie, à chaque fois, c'est des moments exceptionnels et qui s'inscrivent comme une course en montagne de manière verticale sur la frise du temps. C'est-à-dire que mon passage chez Jean Sulpice en 2019, il est inscrit. Il est inscrit, en fait, ça va être un jalon. Ce qui n'est pas le cas de tous les repas du reste de l'année. Ouais. Très bien. Jean, tu peux nous raconter un peu justement là, les gestes que tu Donc là, j'ai poêlé donc l'ombre chevalier que j'ai très peu cuit parce que c'est un poisson qui a une chair vraiment très souple, tu vois. Et ce poisson qui est la ferra. Donc il y a deux petits morceaux d'ombre et un morceau de ferra. Hein, okay. Et donc j'ai mis une croûte de pain dessus pour apporter ce côté croustillant et réconfort. Et puis je suis en train de passer la sauce pour vous la terminer. Donc là, ce qu'on te voit faire délicatement, c'est de retirer la peau du poisson. Ouais, j'enlève la peau délicatement. Autant que possible. Je vais la remettre un petit coup dans le... Ok. Et donc là, comme ça, on aura ce concentré des poissons. Oui, là, on aura fait presque le tour hein, des poissons qu'on pourrait pêcher. Moi, j'ai une question aussi, Jean. On parle de ce goût de l'effort, de retrouver le goût de l'appétit. Ça, c'est assez beau d'imaginer effectivement qu'aujourd'hui, on a rarement faim, finalement, comme on pouvait connaître la faim avant. Tant mieux, mais effectivement, ça engendre d'autres choses. Toi, tu parlais aussi d'avoir envie de retrouver cet appétit. Mais quand même, tu es un cuisinier, tu es un gourmand, tu as envie aussi, quand tu montes en montagne, de partir avec un truc qui va te faire plaisir. Tu as eu des moments aussi comme ça où tu les as un peu éblouis aussi d'une petite cuisine simple. On parle d'un feu de bois, d'un petit réchaud. Je sais pas, ça ressemble à quoi, Jean Sulpice, à 3000 mètres d'altitude? De toute façon, quand tu pars dans un univers qui
où tu connais pas, tu sais pas ce que tu vas avoir, donc il faut s'adapter. Et pour s'adapter, la première fois que j'ai fait les dents d'enfant à Christophe, j'étais en souci de dire où c'est qu'on va pouvoir mettre la marchandise. Donc la première chose, c'est qu'on s'est retrouvé perché dans la montagne, c'est de trouver un endroit pour pouvoir mettre justement tous les denrées alimentaires dans un endroit qui ne soit pas pris par différentes animales pour les retrouver le soir après avoir fait notre ascension. Et ça aussi, c'est une expérience qui est super intéressante de penser autrement. C'est que tu n'as pas ton confort d'avoir des frigos, d'avoir une plaque. Et la seule chose qui est importante, c'est de faire bon. Et donc, c'est ça qui est très intéressant et qui est passionnant parce que la cuisine, on a besoin de quoi? On n'a pas besoin de grand-chose, on a besoin de produits. Et on a besoin du feu, on a besoin de l'assaisonnement. Et toute la nature qui est autour de toi te l'apporte. Et c'est ça qui est intéressant et qui est le plus important dans la cuisine. C'était quoi le menu ce jour-là, en vrai? Qu'est-ce que vous aviez mangé? Qu'est-ce que tu avais pu faire? J'avais préparé des petites choses quand même, mais on a fait un feu, on a fait un risotto d'épeautre, et puis avec un morceau de bœuf qui a été cuit au bois de Genièvre. Et voilà, après, plein de petites subtilités que j'ai apportées autour. Christophe, il y a des compagnons de cordée quand même plus sympathiques que d'autres. Mais ça, je m'en souviens moi comme si c'était hier. C'est-à-dire que là, pour une fois, on pouvait associer la montagne à la gastronomie, ce qui est assez rare, et c'était juste exceptionnel. C'est-à-dire qu'on était dans l'endroit, je pense, idéal pour déguster la cuisine de Jean. Moi, je l'avais emmené dans la montagne, et là, c'est vraiment lui qui m'emmenait. C'était voilà, une autre forme d'itinérance, mais ça a été exceptionnel. On était à un petit col. Alors là, on n'était pas en haute montagne, mais ça a été un grand moment. Je me souviens, c'était le petit pâté en croûte de cette viande cuite au feu de bois, mais c'était extraordinaire. Et le risotto et le petit gâteau au marron, le Saint-Genis. Enfin voilà, c'était voilà. Est-ce que tu voudrais qu'on passe le film maintenant, Jean, peut-être, qui parle un peu de tout ça, ou tu veux qu'on le garde pour la fin, le petit film? Non, on va le garder. On est dans les temps, c'est bon là? On est dans les temps, il nous Là, reste 9 minutes. c'est bon, là, Et l'autre expérience, là, c'est le petit film dont vous parlez, qu'on verra tout à l'heure, où là, c'était voilà, Jean qui est venu cuisiner carrément en très haute montagne, à 3500 mètres d'altitude, dans un cadre exceptionnel et pour des convives exceptionnels, parce que c'était les meilleurs alpinistes et himalayistes vraiment de la planète, quoi. Et Jean, on redescend un peu au niveau du lac, là, justement. On redescend au niveau du lac. Ouais, je te laisse terminer. Hein. Tout à fait. Comment toi, tu as embrassé ce lieu, c'est-à-dire le prestige, le côté patrimonial tu disais tu avais dû renouveler un certain nombre de choses. Qu'est-ce que tu as changé finalement de cette maison pour qu'elle t'appartienne complètement? Alors, je ne vais pas être prétentieux, mais on n'a pas tout changé, mais on a changé quand même pas mal de choses parce que même par exemple ce gratin de queue d'écrevisse qui a été créé dans les alentours de 1950 par Marguerite Bise, ne faisait plus de sens de mettre ça à la table gastronomique, même si les gens venaient spécialement dans la maison pour ça. Il a fallu renouer d'autres plats sympathiques avec la maison et avec la cuisine. Pourquoi elle n'avait plus de sens? Qu'est-ce qui faisait justement Parce que c'était un autre temps, quoi. Je veux dire, c'est des plats qui sont très gourmands, qui sont très, très agréables. Mais aujourd'hui, j'ai appelé mon menu une ascension ou un itinéraire. Et cette ascension, quand on part dans une ascension, il faut que tout soit en lien pour cette ascension-là. Et ce gratin de queue d'écrevisse ne faisait pas partie de cette ascension, pas parce que c'était pas bon, parce que dans l'environnement et dans le rythme de la cuisine que je veux offrir ne correspondait pas. Donc on n'était pas en cohérence avec tous ces plats-là. Et puis il faut donner aussi du renouveau. Aujourd'hui, notre philosophie et la philosophie de ma cuisine et ce que je veux en donner n'est plus celle de 1950. Aujourd'hui, on est au XXIe siècle. On est attiré et puis sensible sur d'autres points culinaires, et ça c'est important, mais ça ne veut pas dire qu'on est sensible sur des points culinaires, que ce qu'ils faisaient avant c'était pas bien, qu'il ne faut pas s'en inspirer et qu'il ne faut pas aussi le respecter, parce que ce que tous nos chefs ont fait auparavant, s'ils n'étaient pas là, on n'en serait pas là. Donc il faut apporter énormément de respect et savoir le faire évoluer et de le faire grandir et de l'adapter avec le temps d'aujourd'hui. Donc ça veut dire que là, les petites queues d'écrevisses, là, justement, elles sont vite décortiquées, pratiquement crues. Les petites queues d'écrevisses qu'on a juste réchauffées. Et donc on a... Là, on a un petit territoire
qui commence à se... Donc la sauce, on l'a fait infuser donc, à la Tennessee, cette plante qui est une plante de montagne. L'objectif, c'est toujours de racoler cet univers qui entoure. Et cette plante, elle est très amère. Et ce qui est très intéressant quand on l'associe avec les poissons et notamment avec le côté écrevisse, ça fait réveiller le côté crustacé de l'écrevisse. Je ne sais pas si tu connais. C'est très amer, on l'associe souvent, c'est plus reconnu avec le chocolat, mais c'est très intéressant de le mettre également. Et donc la sauce là. Voilà, donc on a la sauce qu'on a émulsionnée avec. Attention au micro. C'est pas toujours pratique pour goûter. Donc la base de la sauce, c'est les écrevisses qu'on a vues. Alors c'est toutes les têtes de poisson que j'ai fumées. Ok. Les petits filets de perchaud que j'ai mis également. Ok. Et là je vais rajouter donc cette Tennessee dedans qui va vraiment les réveiller. Qui va la relever. Ouais. Alors tu vois, tu as vu, c'est assez puissant, ça sert à rien d'en mettre énormément. Parce que sinon après ça prend le dessus de tout le reste, quoi. Très bien. Donc il reste quelques minutes pour dresser cette assiette et on va regarder le film à l'issue du dressage, t'es d'accord? Eh ben allez, c'est très bien. Ok. Donc là pour le coup, la sauce, il y a aussi ce patrimoine gastronomique. Petite gourde comme ça en rando aussi, pas mal. Donc là c'est une tomate que j'ai fait confire également dans l'huile d'écrevisse et la Tennessee. Et Jean, tu arriverais toi à cuisiner ailleurs? Tu penses que ce serait possible? Que tu quittes ce lac, que tu quittes cet environnement? Alors, moi, je me suis toujours exprimé en Savoie de Savoie, où je suis né, et ça serait ça serait très délicat pour moi et quasiment impossible d'aller m'exprimer ailleurs. C'est pour ça que l'auberge m'a appelé et que que cette auberge, elle m'a attiré et que j'ai voulu prendre justement l'envie de m'exprimer ici parce que tous les éléments qu'il y a dans cette auberge me ressemblent et me donnent envie de m'exprimer dans ce beau lieu, quoi. Donc ça, c'est un plat qu'on pourrait retrouver aujourd'hui encore Oui, c'est un plat du confinement qu'on peut retrouver en espérant qu'on ne soit pas reconfiné à nouveau. S'il te plaît. Mais Enfin, tu es pour rien. sinon, on se donnera l'envie de créer d'autres choses sympathiques. Ça, c'est pas un problème. Donc là, on met des petites puces de livèche. Donc rappelle-moi ça, je suis pas sûr d'avoir... Ça, c'est le brochet, c'est une mousseline de brochet. Une mousseline de brochet, ok. Que j'ai mis dedans, avec du citron confit. Et tu l'as intitulé comment, du coup, ce plat? Je l'ai intitulé la matelote du lac d'Annecy. La matelote du lac d'Annecy. Ça, tu crois qu'on pourrait emporter ça en montagne, Christophe? C'est tentant, en tout cas. Hein? Sous vide, à mon avis, c'est possible. Ouais. Mais ouais, Dans un petit Tupperware comme ça? sans déconner. Qu'est-ce que j'ai oublié? J'ai rien oublié? Je crois qu'on est pas mal, là. Ah, je voulais mettre un peu... ça, c'est une huile qu'on fait de tête d'écrevisse. Et voilà, donc tout le concentré du lac d'Annecy qui est mis dans cette petite matelote. Dans cette petite matelote avec les plantes de montagne qui nous entourent. On va applaudir Jean Sulpice sur cette matelote, mais on va regarder le film juste après. Je vais juste la prendre pour la déplacer si tu veux bien. On lance le film et on se salue juste derrière. Nous sommes dans la combe maudite là pour le 5-star
faire ça à Maya Basecamp, c'est génial parce que voilà, c'est un événement qui n'est pas du tout anodin à organiser. On est vraiment en haute montagne, à 3500 mètres d'altitude, en plein cœur du massif du Mont Blanc. Il y a une grosse partie du team qui a répondu présent et là c'est pareil, c'est des vrais cadeaux d'avoir voilà, toutes ces personnalités qui sont parmi vraiment les meilleurs alpinistes, les meilleurs himalayistes de la planète. On rejoint l'équipe. C'est génial. Génial. I'm learning so many good French words. Bon, on va vraiment vous remercier. Jean Didat, tu veux dire un mot? Ce qui est intéressant dans ces espèces d'extraterrestres qu'on a vus sur la vidéo, c'est que c'est tous les plus grands alpinistes au monde. Et je me suis retrouvé avec eux à 4000 mètres d'altitude. Et quand je dis que justement je reste pas dans mon confort, c'est partir avec eux, que l'univers de la gastronomie et du bien manger, ça, ils savent pas ce que c'est. Et c'était de leur apporter que bien manger, ça donne des frissons et c'est important aussi dans le plaisir. Et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est de créer des connexions avec des personnalités qui sont dans des environnements très naturels, mais qui ne voient pas les mêmes choses que moi et vice-versa. Et donc créer et associer des personnalités différentes peut faire sortir une recette et c'est le plaisir partagé. Bon, on va les remercier très chaleureusement d'être descendus de leur montagne pour nous parler de cette cuisine en haute altitude. Merci messieurs, merci beaucoup pour cette masterclass et on se donne rendez-vous dans 5 minutes. Merci à vous.